Traité de l'âme d'Aristote, livre 3e, chapitre 10. Sommaire. Le principe moteur dans l'animal, c'est l'appétit, et l'appétit pris dans toute son étendue comprend la volonté et l'intelligence elle-même, mais l'appétit est lui-même mis en jeu par l'objet qui le provoque. L'objet de l'appétit est donc en dernière analyse le moteur premier, le moteur qui, immobile lui-même, détermine tout le reste du mouvement. Voilà donc les deux principes qui semblent être les moteurs dans l'animal, c'est ou l'appétit ou l'intelligence, si l'on admet toutefois qu'on puisse regarder l'imagination comme une sorte de pensée intellectuelle, car la science n'est pas la seule conséquence qu'est l'imagination. Et dans les animaux autres que l'homme, s'il n'y a ni intelligence ni raisonnement, il y a du moins imagination. Ainsi donc, les deux causes de la locomotion, ce sont l'intelligence et l'appétit. Et j'entends ici l'intelligence qui calcule en vue de quelque but, l'intelligence pratique. Elle diffère de l'intelligence spéculative par la fin qu'elle se propose. Tout appétit tend à quelque objet, et la chose dont il y a appétit devient précisément le principe de l'intelligence pratique. Le but final est le principe de l'action. C'est donc, ce semble, avec bien de la raison, qu'on peut regarder ces deux facultés, l'appétit et la pensée pratique, comme les causes de la locomotion. L'objet désiré produit le mouvement, et par là, la pensée aussi le produit parce que c'est l'objet désiré qui est son principe. L'imagination, même quand elle meut l'animal, ne le meut pas sans l'appétit. Ainsi donc, c'est l'objet de l'appétit qui seul est ce qui détermine le mouvement, car s'il y avait deux causes de mouvement, l'intelligence et l'appétit, elles produiraient toutes deux le mouvement selon une forme commune. Mais loin de là, l'intelligence dans l'état actuel des choses ne semble pas pouvoir déterminer le mouvement sans l'appétit, car la volonté aussi est un appétit, et quand l'être se meut par suite d'un raisonnement, c'est encore avec la volonté qu'il se meut. L'appétit, au contraire, le meut souvent contre le raisonnement, car le désir n'est qu'une sorte d'appétit. L'intelligence est donc toujours juste, mais l'appétit et l'imagination peuvent être tantôt justes et tantôt ne l'être pas. Ainsi, c'est toujours l'objet de l'appétit qui provoque le mouvement, et c'est ou un bien réel ou un bien apparent, ce n'est pas le bien dans toute sa généralité, mais c'est le bien qui est à faire, et à faire signifie ce qui pourrait aussi être autrement qu'il n'est. Il est donc évident que c'est cette partie de l'âme qu'on nomme l'appétit qui est la cause du mouvement. Mais quand on divise l'âme en parties, si c'est d'après ses facultés qu'on la divise et la sépare, on en distingue alors un grand nombre, nutritives, sensibles, intelligentes, volontaires, appétitives, et toutes ces parties diffèrent plus entre elles que la partie affective et la partie passionnée. Les appétits peuvent être contraires les uns aux autres, et cette opposition se manifeste quand la raison et la passion se combattent. Mais elle ne peut se produire que dans des êtres qui ont le sentiment du temps. L'intelligence commande de résister à cause du résultat futur, mais le désir commande par le besoin d'être satisfait sur le champ. L'objet qui est actuellement agréable paraît être absolument agréable, absolument bon, parce que l'être ne prévoit pas ce qui doit suivre. Spécifiquement, le principe qui meut serait donc unique. C'est la partie appétitive de l'âme en tant qu'appétitive. Mais le premier de tous les moteurs n'en est pas moins l'objet que poursuit l'appétit, car sans être mu lui-même, il meut parce qu'il est conçu par l'intelligence ou qu'il est imaginé. Mais numériquement, les moteurs peuvent être multiples. Il faut ici distinguer trois termes. Le moteur d'abord, le second ce par quoi il meut, et le troisième enfin, le mobile. Mais le moteur peut être de deux façons, soit immobile, soit moteur et mu tout à la fois. Le moteur immobile, c'est le bien qui est à faire. Le moteur tout à la fois moteur et mu, c'est l'appétit.
car ce qui est appelé est mu en tant qu'il appète, et l'appétition est une sorte de mouvement en tant qu'elle est acte. D'autre part, le mobile, c'est l'animal, et l'instrument par lequel l'appétit communique le mouvement, étant un instrument tout corporel, c'est dans les fonctions communes du corps et de l'âme qu'il convient de l'étudier. Mais ici, pour exprimer tout en un mot, on peut dire que le moteur organique, celui où une même chose se trouve à la fois principe et fin, est comme un gond. Dans un gond, la mortaise et le tenon se trouvent être l'un la fin et l'autre le principe. Voilà pourquoi l'un reste en repos et l'autre est en mouvement. Rationnellement, ce sont deux pièces différentes, mais elles sont indivisibles en réalité, car tous les mouvements ont lieu par impulsion et traction. Il faut qu'il y ait toujours quelques points qui demeurent en place, comme le centre dans le cercle, et que ce soit de là que parte tout le mouvement. En résumé donc, comme on l'a déjà dit, c'est en tant que l'animal est susceptible d'appétit qu'il se meut lui-même. Il ne peut pas être susceptible d'appétit sans imagination. Or toute imagination est ou raisonnable ou sensible, et c'est ainsi que les autres animaux ont l'imagination tout aussi bien que l'homme.